Bonjour à tous et bienvenue dans Pitch. Un simple petit rhume et c'est la fin du monde. Il faut bien le dire, les hommes sont souvent accusés d'exagérer la gravité de leurs symptômes. Le phénomène porte même un nom, on parle de man flu en anglais, que l'on peut traduire comme grippe masculine. Mais quand monsieur est à l'article de la mort lorsqu'il a le nez qui coule, est-ce vraiment du cinéma? Eh bien, la réponse est non. Selon les scientifiques, il existe une réelle différence entre l'immunité des hommes et celle des femmes. Pour mieux comprendre le phénomène, Maude Denis s'intéresse à ce qu'on appelle les micro-ARN. Bonjour Maude. Bonjour. Alors depuis toute petite, en fait, vous n'avez qu'un seul rêve, travailler dans un laboratoire pour créer de nouveaux médicaments. C'est donc assez naturellement que vous avez commencé des études de biologie médicale à l'Université libre de Bruxelles. Actuellement, vous êtes doctorante et vous vous intéressez à l'influence de la génétique sur la résistance aux maladies. Vous disposez de 7 minutes pour nous présenter vos travaux de recherche. Bon pitch. Merci. Vous avez sûrement entendu parler ces dernières années de génétique ou encore du génome humain. Mais est-ce qu'on sait réellement tout ce que renferme ce fameux génome humain? Il y a 30 ans, des scientifiques ont essayé de répondre à cette question en élaborant un grand projet laborieux qui était le séquençage complet de l'ADN du génome humain. L'ADN, c'est notre support génétique, qui contient toutes les informations qui permettent à notre corps de fonctionner, de se développer ou encore de se reproduire. Et toutes ces informations se retrouvent sous forme de gènes. Un gène, c'est un segment de l'ADN composé d'un enchaînement bien particulier de molécules appelées bases ou nucléotides. Les bases ou nucléotides sont au nombre de 4. On les appelle également A, T, C ou G. Et donc, décoder un gène, c'est connaître finalement cette séquence, cet enchaînement de A, T, C ou G. Et pour connaître ces enchaînements, il a fallu tout d'abord lire l'ADN, le séquencer. Au départ de ce projet, on pensait que l'ADN était principalement composé de gènes. Cependant, en 2003, lorsque 99% du génome fut séquencé, une grande surprise attendait nos scientifiques. En effet, notre ADN n'est composé que d'environ 20 000 gènes, ce qui représente seulement 2% de notre génome total. Mais alors, à quoi servent les 98% restants? Est-ce de l'ADN inutile et à mettre à la poubelle comme le pensaient certains? Ou au contraire, est-ce à la base de notre complexité? On se retrouvait finalement face à un énorme problème. C'est comme si on avait réussi à déchiffrer un grand livre, à connaître tous les enchaînements de lettres qui le composent, mais sans comprendre 98% des mots qui sont enfermés à l'intérieur. Et finalement, les scientifiques ont bien dû se résoudre au fait que l'ADN était bien plus complexe que ce que l'on imaginait. C'est finalement quelques années plus tard, après plusieurs recherches, que l'on s'est rendu compte que ces 98% étaient loin d'être inutiles et étaient en fait composés de plein d'autres éléments. Alors la question de si tous ces autres éléments ont une fonction biologique ou pas reste encore un sujet de controverse actuellement. Cependant, parmi les éléments fonctionnels qui ont été découverts ces dernières années, il y a un type qui m'intéresse tout particulièrement. Ce sont les micro-ARN. Alors, les micro-ARN, ce sont de petites molécules que l'on retrouve partout dans notre corps et qui sont responsables de la régulation, de la lecture des informations des gènes par nos cellules. Ils sont ainsi impliqués dans divers processus biologiques. On peut citer comme exemple la détermination cellulaire, déterminer qu'une cellule de la peau soit bien une cellule de la peau et non une cellule du foie par exemple. Ils sont également impliqués dans tous les processus de division, de mort cellulaire ou encore dans la régulation des réponses immunitaires qui permettent à notre corps de se défendre contre les infections. Il est donc aisé de comprendre qu'une dérégulation de ces micro-ARN peut entraîner de lourdes conséquences sur notre organisme. D'ailleurs, plusieurs pathologies très connues sont associées à une dérégulation de ces micro-ARN. On peut citer comme exemple les cancers, les maladies cardiaques ou encore, et c'est ce dernier point qui m'intéresse tout particulièrement, lors d'une infection. Ce dernier point m'intéresse tout particulièrement car au laboratoire, nous étudions les différences entre les hommes et les femmes dans la susceptibilité aux infections. En effet, il y a maintenant quelques années, on s'est rendu compte que les hommes et les femmes ne présentaient pas les mêmes chances de survie lorsqu'ils étaient infectés, soit par un virus, une bactérie ou encore un parasite. De manière générale, on observe que les hommes ont plus de complications et ont un risque plus important de mourir d'une infection que leurs compatriotes féminins. Aujourd'hui, on ne sait pas expliquer pourquoi ces différences entre les sexes existent. Il est clair que la réponse est complexe et comprend plusieurs facteurs. Moi, l'hypothèse que j'étudie, serait que les hommes et les femmes ne produiraient pas les mêmes quantités de micro-ARN
et ainsi que la régulation de la lecture de certains gènes liés au combat contre les infections ne serait pas la même, ce qui entraînerait finalement des différences dans l'efficacité à éliminer un virus ou une bactérie. Pour répondre à cette question, je demande au médecin de m'envoyer un échantillon de sang provenant de patients atteints d'une infection. Et j'analyse au laboratoire, à l'aide de différentes techniques, les taux de production des micro-ARN. Ensuite, je compare ces taux de production entre les garçons et les filles et j'analyse si les micro-ARN qui sont effectivement exprimés de manière différente entre les genres biologiques ont un impact ou non sur la régulation des réponses immunitaires. Finalement, ces recherches nous permettront de mieux comprendre les différences biologiques entre les hommes et les femmes. Mieux comprendre ces différences nous permettra notamment une meilleure prise en charge des patients tout en tenant compte de leurs différences sexuelles. Une meilleure compréhension des différences biologiques nous permettra également de mieux contrôler les études cliniques. Il faut savoir qu'il y a encore quelques années, lorsqu'on réalisait une étude clinique pour analyser l'efficacité d'un nouveau traitement, on incluait principalement des hommes et très peu de femmes, et ce pour des raisons éthiques et de sécurité, afin d'éviter d'inclure des femmes qui seraient potentiellement enceintes. Et cette disparité entre les hommes et les femmes dans les études cliniques a entraîné notamment une perte énorme sur le marché de médicaments. D'ailleurs, une étude de 2005 a montré qu'aux États-Unis, 8 médicaments sur 10 avaient dû être retirés du marché car ils présentaient des différences dans l'efficacité ainsi que dans les effets secondaires entre les hommes et les femmes. Une meilleure compréhension des différences biologiques entre les hommes et les femmes nous permettra également de réaliser des traitements plus spécifiques, plus ciblés en fonction du sexe. On peut prendre comme exemple celui des vaccins. En effet, il y a plusieurs études qui ont montré que les femmes présentaient généralement une meilleure réponse vaccinale. Cela signifie que l'on pourrait peut-être revoir les protocoles de vaccination et faire par exemple moins de rappels chez les femmes que chez les hommes. Enfin, pour finir cette présentation, on peut dire que la compréhension de notre biologie est loin d'être terminée et qu'il reste encore énormément de chemin à parcourir. Comme vous avez pu le voir, notamment avec l'histoire du séquençage, souvent une réponse à une question amène à plein d'autres questions et parfois à des réponses qui nous permettent de trouver des remèdes contre les pathologies qui nous entourent. Et c'est finalement cette complexité et ce challenge qui rendent notre métier aussi passionnant. Merci Maude pour votre présentation. Alors, la discrimination entre les hommes et les femmes, on en parle beaucoup, mais le fait qu'elle soit présente dans le milieu médical et parfois aussi dans les études cliniques, ça, on le sait beaucoup moins quand même. Effectivement, donc, comme vous le savez, les inégalités entre les hommes et les femmes touchent énormément de domaines et malheureusement, ça touche également les domaines de santé. Donc, comme je vous l'ai présenté pendant mon pitch, les hommes et les femmes ne présentent pas la même biologie et ne réagissent pas toujours de la même façon face au traitement. Et donc, le fait que dans les années 60, on ait arrêté d'inclure pour des raisons éthiques et tout à fait louables d'ailleurs, d'inclure des femmes dans les études cliniques a entraîné finalement un énorme écart entre les hommes et les femmes dans l'accès aux soins de santé et dans la prise en charge médicale. Alors pendant ma présentation, j'ai surtout parlé de cet écart dans l'accès aux médicaments, mais on peut aussi prendre un autre exemple qui est notamment plus au niveau de la prise en charge médicale, où c'est lors d'un infarctus. Effectivement, on s'est rendu compte que les hommes et les femmes ne présentaient pas les mêmes symptômes lorsqu'ils avaient une crise cardiaque. Et comme ces derniers temps, on a surtout fait des recherches sur les hommes. Au final, on savait moins prendre en charge les femmes après, alors. Voilà, c'est ça. Et donc, au final, on se retrouve avec parfois des retards dans le diagnostic pour les femmes. Mais bon, heureusement, depuis 2001, il y a quand même des nouvelles réglementations qui sont mises en place. Merci. Qui sont mises en place. Et donc, petit à petit, on arrive à diminuer ces écarts entre les hommes et les femmes. Cependant, on se rend compte que ne pas prendre en compte les différences biologiques entre les hommes et les femmes entraîne une inégalité dans les soins de santé et c'est un réel problème de santé publique qui est apparu. Ok, donc là, par exemple, les micro-ARN, ça pourrait nous aider. Alors, on a bien compris ce que c'était, mais quels sont leurs avantages, alors, en quelques mots ?
Alors le grand avantage des micro-ARN, c'est surtout qu'on les retrouve partout, et notamment dans nos fluides. Donc on les retrouve au niveau de notre sang, des urines ou de notre salive. Et surtout, ils sont très stables et maintenant faciles à doser avec toutes les nouvelles technologies qui sont apparues ces dernières années. Okay. Et comme ils sont dérégulés lors de pathologies, eh ben, ça en fait finalement des biomarqueurs parfaits qui pourraient nous aider au diagnostic et au pronostic des pathologies. Au diagnostic, ok. Et est-ce qu'on pourrait même s'en servir comme traitement? Alors effectivement, c'est une perspective qui est de plus en plus étudiée en ce moment par les gens qui font des recherches sur les micro-ARN. Car un autre grand avantage en fait, des micro-ARN, c'est qu'ils vont venir réguler de manière très spécifique un gène, donc venir l'inactiver ou l'activer de manière très spécifique. Et donc ça donne cette idée très attrayante de venir les cibler pour les inactiver ou au contraire de donner finalement des mimiques de micro-ARN synthétiques comme traitement pour venir activer ou inactiver un gène qui serait muté ou alors qui serait dérégulé comme on le voit par exemple dans les cas de cancer. Ok, donc ils promettent quand même de très belles perspectives, on l'a compris. Un tout grand merci à vous, Maud, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Et un tout grand merci à vous de nous suivre sur BX1. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Pitch. À bientôt.